à la Société québécoise des infrastructures. Bonjour, Véronique Marie, vice-présidente Supply Chain chez Danone Canada. Bonjour, ici Slava Miteva, vice-présidente des ressources humaines chez Danone Canada. J'ai une question pour vous. Est-ce que je pourrais tester Clicker? Pardon? Est-ce que je pourrais tester le Clicker? Le clicker? Oui. Merci. Et est-ce que c'est possible de bien avoir un support visuel avec tous les membres lorsque vous montrez les chiffres? Oui. Restant. Merci beaucoup. La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. On a réuni nos forces aujourd'hui, Maxime Renaud, Mathieu Hudon et moi-même, Alexandra Côté, pour vous conseiller quant à l'optimisation de l'organisation structurelle de Danone, et ce, en saisissant une opportunité. Parlant d'opportunité, le mandat que vous avez présenté aujourd'hui est de sélectionner le projet optimal pour Danone, soit en construisant une usine en Afrique ou en utilisant une usine externe. Il y a d'autres mandats auxquels on va répondre également. La recommandation finale qu'on vous propose aujourd'hui, c'est vraiment d'y aller de l'avant avec le projet A, avec la construction de l'usine en Afrique, au Kenya, et ce parce que vous allez pouvoir profiter d'une valeur de projet entre 323 millions et 388 millions pour un rendement financier et une opportunité de croissance supérieure. Donc, au cours du temps qui nous est consacré aujourd'hui, on va passer à travers une analyse qualitative, une analyse quantitative, l'évaluation de ces beaux projets, les meilleures façons pour les implanter, puis une brève conclusion. Passons tout de suite à l'analyse qualitative. Donc, Danone, vraiment, quand on est allé dans l'analyse de votre dossier, tout au long de notre analyse, on vise vraiment vos axes stratégiques. Donc, on reste dans vos valeurs, soit de développer votre présence géographique, vraiment pour optimiser votre structure organisationnelle, mais aussi d'être gardien de la santé. Donc, Danone en chiffres, c'est quoi? Danone, vous avez vraiment 4 segments de produits, soit les produits laitiers frais, l'eau embouteillée, la nutrition infantile, puis la nutrition médicale. Puis on voit ici vraiment 53% de votre chiffre d'affaires est dans les produits laitiers frais. Vous avez plusieurs parts de marché, notamment en Amérique du Nord, en Europe, puis en Amérique latine, donc 22%, 40% et 38%. Vos taux de croissance sont quand même très significatifs, 5% en Amérique du Nord, 2% et 7,4% qui est vraiment considéré. Et vous avez visé juste l'Allemagne dont l'Afrique fait partie. Donc, vraiment, on vise l'Afrique, plus précisément le Kenya. Pourquoi le Kenya? L'effet saillant, c'est une population qui est jeune. Il y a 44 millions d'habitants. Il y a plusieurs athlètes de haut niveau. Il y a la forte croissance, comme on vous l'a démontré juste avant. Puis depuis 2008, justement, en Afrique, vous avez augmenté de 6% de votre présence sur ce marché-là. Donc, ça rejoint vraiment les valeurs de Danone qui sont soit d'être en santé, d'avoir un sain développement infantile, puis de garder la mise en forme. Donc maintenant, les pour et contre de chaque projet. Vraiment, le projet A, la construction de l'usine en Afrique, les points vraiment importants, c'est vraiment une option réelle là, sur le développement des pays adjacents, considérant la nature des produits que vous offrez, donc soit des produits laitiers qui sont des produits périssables. On a vraiment besoin de la proximité de nos pays. Également, ça va permettre un établissement à long terme de partenariat durable. Puis, les parts de marché sont supérieures à long terme, soit de 35%, contrairement à 25% pour l'usine externe. Aussi, au niveau légal, en étant local, on est dans l'environnement légal, donc nos risques politiques sont diminués. On est protégé contre le protectionnisme, puis on va pouvoir demander certaines subventions puisqu'on fait justement affaire dans le marché local. Géographiquement, pas de frais de douane, pas de frais de distributeur. On a un meilleur pouvoir de négociation avec nos fournisseurs, puis on peut vraiment mettre l'emphase sur le marketing local, donc qui va rehausser le sentiment d'appartenance pour Danone en Afrique. Ensuite de ça, l'expertise, la qualité des produits de Danone. Vous avez déjà de l'expertise en implantation. Vous avez plus de 130 parts de marché au monde. Donc, vous êtes déjà expert pour vous implanter. C'est un plus.
Au niveau des ressources humaines, ça va stimuler l'emploi local. On le sait, en Afrique, il n'y a pas nécessairement beaucoup d'emplois de qualité qui sont offerts. Donc, quand il y en a, les employés sont super motivés puis ils veulent garder leurs emplois. Donc, comme l'offre est moindre, eh bien, ils vont travailler d'arrache-pied justement pour pouvoir garder leur emploi. Ils vont être motivés. Au niveau international, on va aider on va s'implanter en Afrique, qui est un pays en développement. Donc, on va donner du bienfait en Afrique. Ça vient augmenter notre image vis-à-vis de nos autres marchés, puis on va pouvoir jouer avec ça pour pouvoir justement augmenter nos autres marchés dans les autres pays. Pour ce qui est de la construction de l'usine en Afrique, c'est certain qu'il y a des risques, puis il y a des coûts de formation qui sont, au niveau des employés, qui sont à considérer. Également, des risques et des coûts d'implantation, mais comme je vous le disais auparavant, vous avez déjà de l'expertise face à ce niveau-là. Les risques hygiéniques, évidemment aussi, vous avez déjà Danone des contrôles de qualité élevés au niveau de vos produits, donc on va les garder. Puis en plus, quand on est en Afrique, peut-être que la régulation de ces produits-là est plus faible, donc on va aller rendre ça supérieur, puis ça va vous donner notamment un avantage concurrentiel. Puis les coûts de marketing vont être supérieurs, comme vous nous l'avez mentionné. L'usine externe, c'est certain que si on irait avec ce projet-là, notre usine serait fonctionnelle immédiatement, puis nos coûts d'implantation seraient réduits. Aussi, les coûts inférieurs seraient inférieurs pour augmenter la production. Moins de coûts de marketing également, comme vous nous l'avez mentionné. Sauf qu'on vient augmenter nos frais de douane. Les risques également aux douanes sont vraiment importants. Donc, au niveau des délais pour les transports, la distance, la qualité des produits. Vous faites affaire avec du lait. Si ça prend 5 jours le livrer, que leur durée de péremption est 10 jours, on vient déjà de réduire ça de moitié. Ensuite, on ne contribue pas à l'économie du Kenya comme on pourrait le faire avec la construction d'une usine, puis on aurait moins de parts de marché, mais surtout, notre option de développement est moindre, donc on n'est pas proche des marchés comme l'option A nous l'offrirait, puis c'est une solution qui est efficace, mais à court terme. On va maintenant passer à la partie plus quantitative de la présentation. Tout d'abord, on va comparer les projets A ainsi que les projets B. Pour débuter, comme mentionné au début de la présentation, on vous dit d'aller de l'avant avec le projet A, qui vous donne une vanne supérieure au projet B. Vous nous aviez aussi demandé de calculer les paybacks, et ainsi que le payback qui était discounté. Par rapport à cela, on a une différence de seulement 0,5 ans entre les deux projets, pour une rentabilité nettement supérieure au niveau du projet A. Comme on peut voir, on a environ 350 millions pour le projet A et environ 140 millions pour le projet B. Pour débuter, la manière qu'on a fonctionné pour vous présenter nos résultats, c'est qu'en bas à votre droite, vous avez justement nos données de calcul ainsi que nos hypothèses si on en a pris. Par la suite, on vous met tout le temps les tableaux de calcul en haut à votre gauche. Donc, pour débuter, on a décidé de... Dans le fond, au début, il fallait vraiment déterminer les parts de marché que Danone aurait si elle allait justement en Afrique. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le nombre d'habitants qui était fourni, puis on a une croissance aussi de population de 10% par année. Par la suite, on avait le PCC, qui était le nombre de consommation de yogourt par habitant, qui était d'environ 4 de 3, et qu'on augmentait, comme vous pouvez le voir ici, de 5% par année. En continuant, on se trouve ici à avoir la consommation totale du Kenya, on peut voir la ligne en gras ici. Les parts de marché commençaient à 10% pour, par la suite, après 5 ans, être à 35%. Ce qu'on a fait, c'est justement un peu un CAGR pour avoir un taux de croissance de 10 à 35%, quand même assez constant. Pour le prix de vente au kilo, on commençait à 5 et augmentait par la suite, comme on peut le voir ici, d'environ 3%. Pour donner un chiffre d'affaires de 79 pour 2016 jusqu'à 550 pour 2020, pour des revenus, quand on avait justement les marges que les vendeurs se gardaient, de 51 à 358. Par la suite, on avait des investissements pour une nouvelle usine ainsi que pour des équipements de production. Pour nos calculs, pour le bâtiment, on a pris un taux d'amortissement de 4%. Évidemment, quand on parle d'amortissement, il faut oublier la règle à demi-année. Donc, on commence d'amortissement à 5 pour nous donner une fenêtre de fin de 6,5 et des amortissements entre 0,2 et 0,4 et 0,3.
Pour l'équipement de production, même chose, règle de demi-année, on y va encore une fois avec les amortissements, on a 48 000. 48 000, dans le fond, c'est notre production finale. On avait environ 95 kilotonnes, si je me souviens bien, de produits qu'on avait besoin dans la dernière année, et une machine pouvait nous en fournir environ 15. Donc, on a décidé d'en acheter justement 6 lors d'un investissement en 2015. Pour les revenus de part de marché, évidemment, on avait des coûts. Je vous rappelle, on est encore dans le projet A. On avait des coûts de matières premières qui étaient, comme on peut le voir ici, de 1,5 sur notre coût kilo. Coût industriel de 0,3, coût logistique de 0,2 et dépenses marketing de 10% en fonction de notre prix de vente, c'est-à-dire et des frais d'employés de 0,15. Vous nous aviez mentionné que vous comptiez d'ici 3 ans avoir 300 employés. Donc, on a été graduellement en commençant avec 100 employés sur la première année, 200 employés et 300 employés. Étant donné qu'on construit l'usine et justement, on ne peut pas mettre tous ces gens-là au tout début. À ça, on en vient ici avec notre EBITDA et qu'on va diminuer ainsi l'amortissement, qui est dans le fond l'addition de notre amortissement du bâtiment ainsi que notre ligne de production, pour en arriver avec le bénéfice net qu'on peut voir ici. Oui, à première vue, c'est négatif, mais il faut comprendre qu'on commence le projet, vous investissez dans ce projet-là et c'est certain qu'on ne peut pas s'attendre à des revenus extraordinaires dans un pays, sur un nouveau continent. Par la suite, on fait l'analyse des DCF. Donc, on part de notre bénéfice net qui était négatif, duquel on ajoute notre amortissement pour bâtiment. Pour les intérêts, nous, on a dit que vous êtes une énorme entreprise. C'est un projet, justement, à l'échelle de votre entreprise qui est très petit. Donc, il serait facilement possible pour vous de le financer seulement avec votre encaisse. On a un flux monétaire d'investissement de 58 négatif durant l'année 15. Pour donner de calcul, on a pris comme hypothèse un fonds monétaire, un flux monétaire de fonds de roulement de 1%. En pourcentage de notre chiffre d'affaires, un WACC de 15% que vous nous aviez donné, et ainsi qu'une croissance à long terme de 3% pour nos hypothèses pour notre valeur terminale de Gordon. Donc, tout là, on actualise, on trouve notre valeur terminale de Gordon et on fait la somme. Évidemment, vous nous donnez des données, mais prédire le marché, c'est impossible. C'est pour ça qu'on fait justement une analyse de sensibilité. On fait varier notre taux de croissance de 2,5% à 3,5% et notre WACC de 14 à 16 %, ce qui nous donne une valeur entre 323 et 388 millions, étant donné qu'on cherche à rester vraiment à l'intérieur de notre braquette. Maintenant, le potentiel d'augmentation du chiffre d'affaires pour notre projet B. Pour les parts de marché, c'est sensiblement le même processus, mais je ne repasserai pas avec vous tout le processus. Mais il faut faire attention parce que les parts de marché, comme ma collègue Alexandra l'a mentionné, vont être beaucoup moins avec le projet B. On commence à 10% pour terminer à 25% au lieu de 35%. Donc, on voit quand même une différence de 10% des parts de marché qu'on vient perdre si on opte pour le projet B. Pour le reste, on a justement une marge des retailers qui est de 10%, des distributeurs qui est de 10%, qui vient justement s'additionner aussi aux 25% déjà initialement, qui vient encore une fois réduire les bénéfices pour votre entreprise. Pour l'amortissement, 20%. Étant donné qu'on va produire moins justement à l'interne, on a besoin de moins de machines, donc on a un investissement de 20 millions de dollars pour nos lignes. Encore une fois, avec la demi-année, je ne repasserai pas le processus. Ici, selon les parts de marché, on a sensiblement les mêmes choses, seulement les données de calcul changent. Le coût des matières premières est plus élevé car on a justement une moins bonne négociation avec nos fournisseurs. Coût industriel, évidemment, ici, il n'y en a pas. Pour le marketing, on a 3% de moins que notre numéro A. Par contre, il faut prendre en compte les frais de douane, parce que vous voulez justement une structure qui se trouve à l'extérieur du pays. Si vous voulez importer, évidemment, comme Alexandra le mentionnait, on va avoir des frais supplémentaires de douane qui vont être appliqués. Nous, on est mis à 3% du chiffre d'affaires. Pour l'analyse ici, même chose, étant donné qu'on prend seulement 5 lignes qui étaient à 4 millions, étant donné que c'est un peu de l'amélioration de vos lignes déjà existantes. Pour le WACC, 15% encore croissance long terme, 3%, ce qui nous donne une valeur terminale actualisée de 124 millions. Évidemment, comme mentionné, on fait un taux de croissance puis aussi un WACC qui va être différent. On fait une petite analyse qui nous donne une valeur entre 118 millions et 140 millions. Pour enchaîner avec la gestion des risques, avant j'ai ciblé les risques liés au projet A. On a initialement le risque de ressources humaines. On a aussi le risque lié à l'implantation quand c'est un nouveau projet. Il faut faire beaucoup d'implantation, aller chercher des nouveaux employés, ainsi que les risques financiers.
Initialement, il faut aller chercher de la main-d'œuvre sur le terrain pour le projet A. Il faut engager des gens au Kenya. Idéalement, on a beaucoup de. Alexandra l'a ouvert plus tôt. On a des gens qui sont très motivés de travailler parce que Danone offre une infrastructure vraiment intéressante, une grande compagnie multinationale. Les gens veulent travailler pour Danone. Également, le coût de formation. Ce risque-là est mitigé actuellement parce que Danone a déjà conduit plusieurs projets similaires dans d'autres pays africains. Donc, ils ont juste à respecter l'expérience qui a eu beaucoup de succès précédemment dans le même pays. Ensuite, former des gestionnaires de qualité sur place qui vont être là durablement. Notre solution, c'est que Danone possède beaucoup de gestionnaires de qualité. On lui suggère d'aller faire du mentorat initialement, d'aller superviser la chaîne de production, superviser comment ça se déroule, pour faire en sorte que les gestionnaires soient en place, prêts à rouler l'usine à pleine capacité. Ensuite, les risques liés à la construction de l'usine. C'est sûr, c'est un nouveau projet. Il faut trouver un contracteur, trouver un terrain, trouver le financement pour la construire. Mais comme vous avez conduit plusieurs projets en Afrique, on considère que vous avez les capacités nécessaires, les ressources humaines pour mener à terme le projet. Également, les partenariats locaux. Comme vous êtes un énorme client, les partenaires veulent vous avoir. Vous avez un très grand potentiel de négociation par rapport à ça. Donc, vous devez utiliser ça pour avoir des excellents fournisseurs, des bons deals, des bons prix. Également, la qualité de produit et l'hygiène. Comme c'est de la nourriture, c'est très, très important. Danone set des standards de qualité nord-américains. Les producteurs africains, les standards sont là. Vous pouvez avoir les gens peuvent être concernés par rapport à ça, mais vous arrivez, vous êtes un standard qui est comme ça. La compétition n'a pas le choix de suivre, sinon vous prenez plus de parts de marché, ce qui vous donne un avantage concurrentiel. Dernièrement, le financement. C'est sûr que vous êtes dans un autre pays, il y a un risque de devise. Idéalement, au début, vous pouvez faire un appariement entre les dépenses et les revenus dans la devise. Vous allez dépenser beaucoup pour faire l'usine, former les employés. Au lieu de transférer de l'argent du compte, vous transférez l'argent déjà que vous avez en revenu dans le pays. Vous payez les dépenses en Kenya, donc vous n'avez pas de risque de taux de change par rapport à ça initialement, ou du moins vous le mitigez. Ensuite, comme vous êtes présent dans 130 pays, vous savez très bien comment gérer le taux de change, comment avoir des infrastructures sur les marchés financiers pour le faire. Projet B, les risques principaux, on a le risque de douane, le risque de transport, ainsi que le développement futur. Premièrement, le risque de guerre. Ça a été mentionné, le risque de guerre, c'est très très important, car s'il y a une guerre en Afrique, les douanes se ferment. Il n'y aura plus moyen de faire affaire avec notre usine externe pour approvisionner. Également, les frais de douane. Il y a actuellement des frais de douane qu'on suggère. Il était mentionné les frais de douane, il peut y avoir des tarifs, des quotas, du protectionnisme qui peut se mettre en place qui limite l'approvisionnement de notre usine externe. Également, le délai de passation des produits. On ne sait jamais combien de temps ça peut prendre aux douanes. Si, exemple, Alexandra le mentionnait plus tôt, c'est des produits périssables. Si ça prend 2 jours de plus, on a beaucoup de pertes qui se créent au bout de la ligne et on perd nos revenus. Finalement, le risque de transport. Comme on est plus éloigné, on n'a pas les infrastructures routières nord-américaines, que ça se fait super bien. C'est des routes plus chaotiques, il peut y avoir des pépins. Également, le lait, il faut que ça se conserve réfrigéré. Si on passe 3 jours à transporter le lait dans des températures à 40 degrés, que les infrastructures, les camions sont pas propices, on a beaucoup de pertes qui peuvent se créer. Tandis qu'avec le projet A, on est là, on est sur place, on a moins de transport à parcourir, donc ce risque-là est mitigé. Au niveau de l'implantation, vous nous avez demandé une solution alternative ou du moins une recommandation. Nous, ce qu'on vous propose, c'est de combiner les forces de chaque projet. Le projet A, sa force, c'est qu'il vous offre une opportunité de croissance énorme à long terme. Le projet B, lui, c'est qu'il est prêt. Vous pouvez l'utiliser, générant des revenus rapidement. Car les usines sont déjà en place, vous avez seulement à mettre une ligne de production en place. Les employés sont déjà là. Nous, ce qu'on suggère, c'est initialement, durant le temps que vous prenez le temps, vous construisez votre usine, rencontrez les fournisseurs, formez vos employés, formez vos gestionnaires, vous approvisionnez le Kenya avec l'usine externe. Vous faites juste augmenter la production sur la ligne, exemple usine externe. Vous commencez à produire et dégressivement, plus votre usine prend du galon, plus les employés sont formés. Là, vous commencez à approvisionner avec votre usine et l'autre usine perd du galon tranquillement pour s'approvisionner l'autre pays. Également, vous dites, mais il faut construire une chaîne supplémentaire. La chaîne supplémentaire, on investit 4 millions, elle ne sera pas perdue, car le pays dans lequel l'usine est située va avoir de la croissance. Et comme on n'aura plus besoin d'approvisionner le Kenya avec, ça va pouvoir servir à approvisionner le pays actuel. Donc, cette usine-là va être très rentable. Et en même temps, vous combinez les forces des deux projets, éliminez, vous avez le temps, parce qu'on n'a pas 2 chances de faire une bonne impression. Ça prend le temps d'avoir des bons partenaires, une bonne usine, des bons contrôles de qualité, ce que vous avez le temps de faire pendant que l'autre usine génère des revenus au Kenya. Et en même temps, vous permettez déjà de faire connaître vos produits aux consommateurs. Donc, rapidement sur l'échéancier, demain, qu'est-ce que vous devez faire pour implanter ce beau projet? Vous devez vraiment choisir le gestionnaire qui va être à la tête de la direction de ce beau projet-là. Ensuite,
3 à 6 mois, bien, vous devez premièrement ouvrir votre ligne de production de l'usine externe. Vous devez rechercher justement vos fournisseurs, vos employés et quelle usine vous allez utiliser et où. Aussi, vous allez devoir mettre en place la distribution de produits au Kenya. Trouver une campagne marketing locale qui va être intéressante justement pour augmenter ce sentiment d'appartenance-là au Kenya. Ensuite, 1 an et plus, vraiment, on y va dans la construction de l'usine, on forme nos employés, on débute la production de l'usine. C'est certain qu'il faut implanter des mesures de contrôle et la gestion des risques, selon ce que mon collègue Mathieu vous mentionnait. Puis aussi, on regarde pour des projets futurs. Écoutez, en ouverture, on vous parlait d'avenir. L'avenir, c'est aujourd'hui, puis c'est à vous de le saisir. On est maintenant prêts à discuter avec vous. Présentation, vous avez bien bon calcul. J'ai une question pour vous. On a 2 projets A et B. Est-ce que ça a du sens d'utiliser pour ce type de question-là? Est-ce que ça a du sens d'utiliser le même WACC pour les deux, de 15 %? C'est certain que justement, quand on fait un projet à l'usine, mais un projet justement en usine, on a le coût de la construction qui va être quand même à considérer, ce risque-là. Mais en même temps, on s'est dit qu'on avait aussi le risque par rapport à l'exportation, à l'importation si on avait l'usine à l'extérieur. Donc, selon nous, on s'est justement dit que les 2 risques, d'une certaine manière, bien s'équilibrer, autant au niveau de la construction ainsi que l'autre au niveau de l'exportation de leurs produits. Dans votre présentation, vous avez spécifié que dans le projet A, vous devriez implanter 6 lignes de production. Vous avez parlé d'une demande de 95 kilotonnes à terme. Avec vos lignes de production, vous ne réussirez pas à combler l'ensemble de cette demande-là. Est-ce que c'est parce que vous avez fait un arbitrage, vous avez dit que ça serait trop dispendieux de nous fournir ce dernier 5 kilotonnes-là à la fin? Ce qu'on parle ici d'un projet justement d'une durée de 5 ans. Donc sur 5 ans, étant donné, comme on vous parlait, des facteurs macroéconomiques qui peuvent changer, nos demandes peuvent changer, nous on vous a dit justement que c'était mieux d'avoir seulement 6 lignes pour arriver à 90 au lieu de justement payer une ligne supplémentaire, un autre 15 millions d'investissement. Je crois qu'on peut commencer par voir le moment présent, les premières années, comment tout ça va, et par la suite, justement, peut-être apporter un investissement supplémentaire si vous voyez que les affaires vont bien. Okay. Puis est-ce qu'à ce moment-là, c'est quelque chose qui a été pris en considération dans les calculs, que vous ne satisfaisiez pas la demande complètement? Bien, comme je vous ai mentionné, on avait justement un horizon qui était à 5 ans. Puis au niveau du calcul, non, il n'est pas pris en considération les 5 restants, les 5 millions restants, mais comme vous le savez, c'est sûr que c'est quelque chose qui peut être justement ajustable assez facilement après 2 ou 3 années de production. Pour l'autre usine qui est déjà implémentée, le coût est réduit de moitié. Donc, plus l'usine avance, nos employés sont mieux formés, l'infrastructure est déjà en place. Exemple, ça passait de 8 à 4 millions, donc les coûts sont vraiment réduits. Ça devient une dépense minimale dans le futur versus l'affaire actuellement aussi. Est-ce que ça aurait été une meilleure idée d'implanter les lignes ou de faire l'investissement des lignes de production de façon séquentielle? C'est sûr que c'est plus compliqué, par contre. C'est ça qui était prévu dans le projet initialement, mais il faut que tu places ton infrastructure. Si tu fais ton usine, tu dois considérer la capacité à terme. Donc, placer les lignes, on engage 100 employés la première année, 200 la deuxième, 300 la troisième. Donc, les lignes ne seront pas à pleine capacité initialement quand tu n'as pas les employés pour la gérer. Par contre, les lignes sont déjà prêtes à être utilisées. Et en même temps, c'est important, même s'ils ne sont pas à pleine capacité, de former les employés. Les lignes, évidemment, ils ne seront pas autant productives initialement. Mais une fois que les employés prennent la formation, les lignes deviennent de plus en plus productives en proportionnalité. Exemple, une ligne va faire le double de production quand les employés vont à pleine formation. On utilise ça. Donc, on a toutes les lignes au début qui produisent moins par ligne, mais à la fin, la demande augmente, donc ça vient compenser quand nos lignes produisent plus. Vous êtes producteur, donc vous êtes Danone, vous êtes dans l'option A, qui est la construction de l'usine, et dans la première année. Il vous arrive un risque, le pire risque que vous puissiez imaginer, ce serait quoi? Et comment vous réagissez? C'est sûr que c'est un risque de... Le pire risque qui peut se passer, on s'entend que c'est un risque de guerre. Parce que s'il y a un risque de guerre, les infrastructures, les lois, exemple, tout l'argent va pouvoir investir dans la guerre. Par contre, comme c'est un produit qui est durable, les gens vont toujours continuer à consommer. C'est un produit qui est nécessaire. Exemple, pour les nouveau-nés, ils ont toujours besoin, faites des produits directement liés aux nouveau-nés, donc ils en ont besoin. Ils ont besoin de lait, ils ont besoin de nourriture. Vous diminuez un peu votre risque par rapport à ça. Par contre, ça peut compliquer le projet. C'est sûr qu'on peut le retarder. Si, exemple, ça se provient dans la première année d'une guerre, par exemple. L'usine est en place, on a déjà sécurisé les permis. On peut attendre que ça se règle, un peu diminuer l'incertitude macroéconomique par rapport à ça, pour ensuite s'implémenter quand le temps est propice.
Au Kenya, vous êtes confiant de. Mettons qu'on s'implante avec l'option A, vous êtes confiant d'être capable de trouver la main-d'œuvre qualifiée, c'est ça? On devrait être capable de trouver. On est surtout confiant en les politiques déjà implémentées par Danone. Ils ont fait la même recette dans plusieurs pays d'Afrique, ça a l'air de bien marcher, ils ont continué, ils ont créé beaucoup d'usines. Donc on pense transférer la recette. Comme Danone offre une offre super intéressante, les gens sont motivés de travailler. Les gens motivés de travailler, ils vont apprendre très rapidement. On leur fournit les infrastructures pour le faire, donc ça va très bien se passer selon nous. Si je peux me permettre de rajouter aussi, l'âge médian au Kenya est d'environ 19 ans. Donc c'est les gens qui vont bientôt entrer sur le marché du travail et qui vont être motivés. Merci beaucoup. Merci.